Bonjour et bienvenue pour le débrief des questions au gouvernement dans l'actu politique aujourd'hui, le collectif budgétaire et la grève à la SNCF. Et pour en débattre sur ce plateau de députés, l'écologiste Eva Sas face à elle, Marie-Christine Dalloz pour l'UMP. Nous sommes ensemble et en direct, vous le savez, jusqu'à 16h30. Bonjour mesdames, merci d'être sur le plateau de la séance continue et à la une de ces questions au gouvernement. Vous l'avez vu, c'est le fameux collectif budgétaire. Il a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Il se veut une traduction du fameux pacte de responsabilité et il inclut également des 1,1 milliard d'euros de baisse d'impôts promis par Manuel Valls. On va longuement en débattre sur ce plateau, mais avant cela, mesdames, on va écouter Michel Sapin qui s'est exprimé dans l'hémicycle, a répondu à de nombreuses, très nombreuses questions, dont la vôtre, Eva Sas, sur ce collectif budgétaire. Écoutez, on débat juste après. Est-ce que dans notre pacte de responsabilité, il n'y a que les entreprises? Non, je viens d'y faire allusion. Nous avons souhaité, c'est l'équilibre de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale, que les foyers les plus modestes des Français bénéficient aussi de ce pacte de responsabilité et de solidarité. C'est la mesure qui va permettre à plus d'1,2 million de foyers qui payaient l'impôt sur le revenu au cours des années précédentes de sortir de l'impôt sur le revenu et qui va permettre d'éviter que d'autres rentrent dans l'impôt sur le revenu. Vous en connaissez l'importance pour les plus modestes des Français. Ce sont les mesures qui sont dans la loi sur le financement de la sécurité sociale que nous verrons la semaine prochaine pour baisser les cotisations des salariés les plus modestes jusqu'à 1,3 SMIC. Ça, c'est du pouvoir d'achat aussi pour les ménages. Alors, on va rentrer dans les détails, dans les chiffres, mais avant cela, de manière générale, Eva Sas, en l'état, est-ce que vous allez voter ce collectif budgétaire ? C'est trop tôt pour le dire, on attend beaucoup du débat parlementaire, mais c'est sûr qu'on attend un rééquilibrage, comme je l'ai dit en séance, en faveur des ménages et en faveur de l'investissement, en particulier dans la transition écologique. Donc nous verrons au vu du débat parlementaire qui doit se dérouler dans les jours prochains. Et avant de vous donner la parole, on va rejoindre Fernand Tavares, salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Bonjour Fernand. Et à vos côtés, il a dû travailler toute la nuit sur ce collectif budgétaire, c'est le secrétaire d'État Christian Eckert. Monsieur le ministre, alors travailler sur le collectif budgétaire, c'est toujours je dis pas un casse-tête, mais enfin, c'est un petit peu votre spécialité. Est-ce que les choses ont un petit peu évolué par rapport aux préoccupations des uns et des autres, en particulier d'ailleurs du groupe majoritaire? Elles ont évolué depuis plusieurs semaines, puisque la mesure fiscale, qui justifie d'ailleurs ce collectif, est passée de 500 millions d'euros à plus d'1 milliard d'euros, avec même 100 millions d'euros supplémentaires. Tout ça est un peu technique, mais enfin c'est dès le mois de septembre une réduction d'impôt qui sera accordée à hauteur de 350 euros pour une personne seule ou 700 euros pour un couple, sous condition de ressources bien entendu pour les plus modestes, et ça sur les impôts qui seront à payer avant la fin de cette année. Donc c'est une mesure immédiate, une mesure d'ampleur qui a été annoncée et qui est travaillée et déclinée dans ce collectif budgétaire. C'est aussi un rebasage des recettes et des dépenses. Ça, quand on fait un collectif budgétaire, on met à jour les comptes. Et c'est 4 milliards d'économies supplémentaires qui sont mis de façon à permettre le financement des mesures fiscales. Est-ce qu'on en fait trop pour le monde des entreprises, comme le disent certains députés de la majorité, ou est-ce que c'est nécessaire parce qu'il faut créer des emplois? C'est ça la finalité. Écoutez, il n'y a pas d'un côté des entreprises sans salariés et des salariés sans entreprises. L'intérêt collectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat. Le chômage est une des causes principales de perte de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et donc, nous prenons des mesures qui à la fois agissent sur la compétitivité des entreprises pour baisser le coût du travail et donc baisser les prix, les rendre plus compétitives. Et d'autre part, nous redonnons du pouvoir d'achat aux salariés sous forme de baisse d'impôts à quelques centaines de millions d'euros près. Pour 2015, c'est le même montant pour les uns que pour les autres. Alors dans quelques minutes, le Premier ministre va recevoir ce qu'on appelle les députés frondeurs, qui sont pour la plupart des amis de votre groupe, dans votre ancien groupe de la majorité. Maintenant, vous êtes au gouvernement. Est-ce que les choses peuvent encore changer? Est-ce que ça ne va pas vous mettre en difficulté? Écoutez, on n'est pas dans une négociation avec quelques députés frondeurs, dont on ignore d'ailleurs le nombre exact. Nous sommes premièrement dans un dialogue avec le groupe majoritaire et les groupes de la majorité représentés dans leur plénitude et pas quelques dissidents. Et deuxièmement, nous sommes dans une adresse à l'ensemble du Parlement et au travers du Parlement à tous les Français. Les Français
contribuables ménages, si j'ose dire, mais aussi les Français, acteurs économiques, pour retrouver une confiance, une croissance dans l'économie, une compétitivité qui a été perdue durant ces 10 dernières années. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous laisse rejoindre le Sénat. Merci beaucoup Fernand, on se retrouve un peu plus tard dans la séance continue. Marie-Christine Dalloz, 3,7 millions de ménages qui vont voir de cette année leur feuille d'impôt allégée. Ce n'est pas une bonne nouvelle cela ? Non, mais c'est une bonne nouvelle pour ces 3,7 millions. Mais je voudrais vous rappeler que la semaine dernière, on nous annonçait 3,2 millions. On est passé à 3,7 millions. C'est un peu difficile à suivre. Mais là, surtout, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va... parce qu'on va sortir de l'impôt ou exonérer. Alors, on parle de 1 900 000 foyers qui continueront d'être exonérés. Les autres vont avoir une baisse de leur fiscalité. Donc, il faut faire un peu de discernement. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Mais ce que je crains, parce que il faut pas oublier que dans le projet de loi de finances 2014, le gouvernement a décidé une augmentation de 4,5 milliards d'impôts. 4,5 milliards d'impôts. Aujourd'hui, on nous fait un cadeau royal aux ménages les plus faibles en enlevant 1,1 milliard. Il y a toujours 3,4 milliards d'euros de hausse d'impôts. Le différentiel, c'est 3,4 milliards de hausse d'impôts. Or, les annonces qui ont été faites laissaient à penser que ça y est, on avait compris, que le gouvernement avait compris et qu'il arrêtait la cavalcade fiscale. Or, la réalité, et on le verra dès cet automne, les Français qui vont, et notamment les classes moyennes, parce qu'il va y avoir une hyper-concentration sur les classes moyennes. Tous ceux qui vont dépasser 2 000 euros de revenus, classe moyenne, ou 1 800 euros en revenus en classe moyenne basse, vont être encore plus pénalisés, fiscalisés, alors, perte du pouvoir d'achat. C'est ce que dit également votre collègue Gilles Carrez, qui a fait une contre-proposition hier. Eva Sas, il dit qu'en vous, toujours 3,4 milliards d'euros de hausse d'impôts. Selon lui, il propose une baisse de 130 euros pour 14 millions de foyers. Ça serait un effort supplémentaire de 800 millions d'euros. Est-ce que ça, c'est une bonne piste, Eva Sas ? Je pense qu'il faut effectivement avoir des mesures supplémentaires en faveur des ménages les plus modestes, mais vraiment les plus modestes. Là, si on commence effectivement à élargir à l'ensemble de la population, il y avait quand même une question de justice sociale et fiscale à remettre en place après les années Sarkozy, qui avaient quand même malheureusement fait des cadeaux aux plus riches. Il faut appeler les choses par leur nom. Non, je crois qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a une inflexion dans ce budget. Ce n'est pas du tout anodin de dire qu'on va alléger l'impôt sur le revenu des plus modestes. Vous attendez, mais à coup pas alors sur les deux premières années du quinquennat. En tout cas, oui, il y a un geste réel en faveur des ménages. Le problème, c'est l'équilibre entre le geste qu'on fait en faveur des ménages et puis les cadeaux inconditionnels aux entreprises, puisqu'on a d'un côté 2 milliards en fait qui sont accordés aux ménages et de l'autre 23 milliards qui sont accordés aux entreprises. On voit bien que l'équilibre n'est toujours pas là. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement ? On va revenir sur l'écologie, mais avant cela, qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement pour voter ce collectif budgétaire d'ici à la fin de l'été, enfin d'ici à l'été ? Ce qu'on demande, c'est effectivement un geste en faveur des ménages et c'est aussi une conditionnalité des aides aux entreprises, parce qu'aujourd'hui on accorde des aides qui ne sont pas conditionnées, qui ne sont pas ciblées, et on a vu que par exemple pour le CICE on avait complètement manqué notre cible, le crédit d'impôt compétitivité qui avait manqué sa cible, puisque on parle de compétitivité et au final il aidait les entreprises qui n'étaient pas exportatrices, enfin il aidait plus les entreprises qui n'étaient pas exportatrices. Est-ce que le gouvernement fait des cadeaux aux entreprises aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut conditionner tout cela ? On va encore revenir sur un grand principe. L'entreprise aujourd'hui, c'est elle qui a le potentiel de créer de l'emploi. Le problème de notre société, c'est la perte d'emploi pour nos concitoyens, mais ça implique, implicitement, ça nous amène à une perte de compétitivité de notre économie, de notre système économique français. On le voit bien, depuis 3 ans, il y a un recul terrible de notre économie. Donc si on veut redonner de la compétitivité à nos entreprises, il faut effectivement aller vers de la baisse de charges. 30 milliards je vous rappelle quand même que dans ce collectif-là, dans le collectif qui nous a été présenté ce matin, la mesure d'impôt société exceptionnelle qui avait été mise en œuvre normalement pour 2 ans a été reconduite et repoussée jusqu'à fin 2016. Donc elle est reconduite. Plutôt les grandes entreprises. Oui, d'accord, mais elle est quand même reconduite pour 2 années complémentaires. Donc on n'est pas que dans des cadeaux fiscaux aux entreprises. Par contre, c'est elles qui vont créer de l'emploi. Et puis quand Madame Sas me dit que faut vraiment aller que sur les foyers modestes et les autres on s'en occupe pas, vous irez expliquer, Madame Sas, que une personne qui perçoit 1 500 euros par mois ou 1 600 euros par mois, il est aisé, qu'il est riche. Parce que celui-là, la fiscalité pour lui, elle est injuste et sa baisse du pouvoir d'achat, elle est réelle. Parce que depuis 3 ans, la pression fiscale qui a été subie par ces ménages
intermédiaires, les classes moyennes, elle est inacceptable. Alors, et elle va vous intolérable. répondre. Mais c'est exactement les mesures qui sont prises justement, par exemple, avec l'allègement de l'impôt sur le revenu de ceux qui ont l'impôt sur le revenu les revenus les plus modestes, c'est ceux qui sont déjà dans l'impôt. Donc là, un SMIC, on est- 1,1, C'est et 1230 1,13. euros par mois. Hein. je vous rappelle Voilà. qu'il y a 50% des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Donc on est déjà dans les 50% les plus aisés, entre guillemets. Donc on a déjà des mesures. On a exactement étudié ça dans le groupe de travail sur la réforme fiscale des ménages. Donc c'est exactement à ces gens-là Sauf que les qu'on Français s'adresse, aux classes les moyennes. Français Je qui ont suis d'accord avec vous, il les y a des Français mesures à classes prendre sur les moyennes classes qui ont moyennes. déclaré leurs impôts il y a quelques jours ou encore jusqu'au 20 juin, je crois, pour Internet, ils ont vu une simulation et ils voient qu'il y a une augmentation assez forte des impôts pour l'année à venir. Bien sûr. Oui, mais justement, c'est bien pour ça qu'il fallait ces mesures-là et nous pensons qu'effectivement, il faudrait aller encore un petit peu plus loin. Mais je voudrais répondre sur la question de on crée de l'emploi en faisant des allègements de cotisations sociales pour les entreprises. Vous avez travaillé, je crois, dans le privé comme moi. Quand on est dans une entreprise, on crée de l'emploi quand il y a de la commande, quand il y a du chiffre d'affaires. Donc il faut aujourd'hui rééquilibrer la politique de l'offre et la politique de la demande. Si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, s'il n'y a pas d'investissement public, vous ne créerez pas d'emploi dans les entreprises. Et c'est bien pour ça que les évaluations du CICE donnent aujourd'hui 150 000 emplois créés à venir au lieu des 300 000 qui étaient prévus au départ. Parce qu'aujourd'hui, la demande n'est pas là. Eh bien, parlons des investissements Marie-Christine d'avenir. Dalloz. Parce que la réalité, c'est pas, on va pas relancer l'offre de façon basique. L'offre en créant, enfin, avec des systèmes d'aide et d'accompagnement, ça ne fonctionne pas non plus, on l'a bien vu. Et dans les pays qui ont essayé, notamment, je pense à l'Angleterre, ça ne fonctionne pas. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut de grands projets d'investissement. Or, dans ce projet-là, on enlève encore 450 millions de mémoire sur les projets d'avenir, sur les grands investissements d'avenir. C'est Allez. une catastrophe. En avant dans la séance continue, selon vous, et ça, on vous a entendu lors de ces questions au gouvernement, eh bien l'écologie est la grande oubliée de ce collectif budgétaire. Vous pointez du doigt une baisse de plus de 250 millions d'euros de dotation en faveur de l'environnement, et ce, dans un contexte déjà très tendu entre l'exécutif et les écologistes. Et vous le savez, le projet de loi sur la transition énergétique a été reporté. Michel Sapin se veut rassurant, mais il ne s'engage pas, vous l'avez entendu, sur le budget de l'écologie. Regardez, et puis votre réponse, Eva Sas. Évidemment, le gouvernement est ouvert à la discussion et au dialogue. C'est le principe même d'un débat parlementaire sur tel ou tel sujet, y compris peut-être sur des questions qui touchent à l'écologie. Oui, nous regarderons toutes les propositions, mais sans jamais manquer à la cohérence qui est la marque de fabrique de la politique du gouvernement. Est-ce que vous êtes rassuré, Eva Sas? Pas encore, on va dire. Pas encore, j'espère l'être pendant le débat budgétaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut se tourner vers l'avenir, il faut investir. L'Union européenne a montré qu'on pouvait créer 1,2 million d'emplois en Europe si on investissait et que ces investissements étaient rentables puisqu'ils se récupéraient sur la facture énergétique. Donc si on veut se tourner vers l'avenir, si on veut avoir une économie qui soit robuste, il faut savoir investir aujourd'hui pour demain. Et or, ce qu'on voit, c'est que donc dans ce collectif budgétaire, où est-ce qu'on va chercher les économies? Sur le budget de l'écologie, 288 millions d'euros d'annulation de dotation, et on en transfère 220 au budget de la défense. Effectivement, le signal qui est envoyé aux écologistes peut poser question. Voilà. Marie-Christine Dalloz, on a l'impression à droite comme à gauche, rappelez-vous Nicolas Sarkozy à la fin de son quinquennat, que l'écologie est toujours la grande oubliée en période de crise. Je ne suis pas sûre que ce soit la grande oubliée, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les annulations de crédit dont faisait état Eva Sas, on les retrouve, si on regarde bien les annulations de crédit également sur la défense, le plus gros contributeur dans les annulations de crédit, le coup de rabot d'1,6 milliard qu'annonce Monsieur Eckert, c'est 350 millions d'euros sur le budget de la défense. Donc comme le président a sanctuarisé ces crédits-là dans le cadre de la loi de finances, de la programmation sur la défense, ils ont forcément rééquilibré ultérieurement des crédits qui ont été réajustés. Est-ce que vous choque qu'on enlève près de 300 millions d'euros sur l'écologie? Pas de 300, 288 millions selon les Sas. Mais dans la mesure où le texte aujourd'hui qui devait aboutir n'est pas sorti et apparemment est repoussé, je ne sais pas si ça sera à l'automne. On n'a pas de précision sur la sortie. Mais dans la mesure où rien n'est prêt, est-ce qu'il fallait figer des crédits sur ce registre-là alors que rien n'est abouti à aujourd'hui? Cette loi sur la transition énergétique sera présentée
ce mercredi en Conseil des ministres, pas ce matin comme c'était prévu à la base. Débat à l'automne et puis à l'hiver à l'Assemblée et au Sénat, etc. Comptez sur moi pour que les choses ne traînent pas, a dit ce week-end dans le JDD Ségolène Royal. Vous lui faites confiance, Ségolène Royal, pour que ce texte aboutisse? Je reconnais à Ségolène Royal un certain volontarisme. Après, est-ce qu'on sera d'accord sur le contenu et sur les priorités et est-ce qu'elle aura gain de cause en matière de moyens? Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir une loi de transition énergétique qui soit ambitieuse si on n'a pas les moyens qui vont avec. C'est là où on va voir, effectivement, ça va être une épreuve de vérité pour nous. On aurait aimé avoir d'ailleurs les deux textes en même temps, le budget et la loi de transition énergétique, pour avoir une appréciation globale. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas. Mais je voudrais revenir sur les crédits du budget de l'écologie, parce que non seulement on annule 288 millions d'euros, mais en plus, il faut se rappeler quand même qu'on a suspendu la taxe poids lourd et qu'il y avait déjà 800 millions d'euros qui manquaient au budget des transports. Donc ça fait quand même beaucoup. La facture est lourde pour les écologistes. Je rappelle, on parle de cette loi qui aurait dedans, on verra le texte, mais la part du nucléaire qui sera baissée de 75 à 50% d'ici à 2025 et la fameuse fermeture de la centrale de Fessenheim. Est-ce que ce sont deux bons objectifs pour vous, Marie-Christine Dalloz ? Non. Pour moi, c'est pas un bon objectif parce que je pense qu'on peut travailler. Alors, j'ai lu ce week-end les études sur le coût du nucléaire. Il y a un rapport parlementaire. Et surtout sa sous-utilisation. Il n'est utilisé dans son potentiel total qu'en période hivernale, où il y a une forte demande. Mais je crois sincèrement qu'on devrait poser le problème sur la table, dans le cadre du débat, mais avec un peu d'apaisement, parce qu'il y a une volonté farouche de supprimer, de sortir du nucléaire de la part du groupe écologiste, et nous souhaitons maintenir, on est le premier parc européen, et je pense que ça, c'est aussi une force. Je ne veux pas le voir, je refuse de le voir comme une faiblesse. C'est une force, et il faut travailler à trouver un avenir à cette filière. En quoi c'est une force? Parce que nous sommes aujourd'hui dépendants de l'approvisionnement d'uranium qui, comme vous le savez, n'est pas produit en France. Donc ce n'est en aucun cas un gage d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, le coût du nucléaire, ça a été démontré, est supérieur au vu des obligations de sûreté à celui de l'éolien terrestre, par exemple. Donc aujourd'hui, en quoi le nucléaire est-il une force? Et nous ne sommes pas dogmatiques, nous voulons simplement faire évoluer le mix énergétique pour faire croître les énergies renouvelables et surtout se centrer sur les économies d'énergie. Ça, c'est extrêmement important. J'ai une dernière question pour vous. Report de la loi, baisse des dotations pour l'écologie. C'est la faute à qui? On parle de lobby au sein même du gouvernement. On sait qu'Arnaud Montebourg, par exemple, pro-nucléaire, etc. Est-ce qu'il a l'oreille du président en ce moment, Arnaud Montebourg? Ah, ça, c'était au président qu'il faut le demander, mais c'est sûr qu'on se heurte depuis de nombreuses années, malheureusement. Oui, il y a une forme de lobby. En tout cas, le dogmatisme, je ne crois pas qu'il soit de notre côté. On défend depuis des années, enfin certains défendent depuis des années l'industrie nucléaire contre vents et marées, même si aujourd'hui on démontre que ça coûte plus cher, on continue à dire que c'est nécessaire et que c'est la grandeur de la France. Et vous, depuis des années, vous êtes farouchement opposé à l'énergie nucléaire. Oui, pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas envie de laisser des déchets nucléaires à mes enfants qui vont durer 100 000 ans. C'est très simple. Travaillons à trouver des solutions pérennes et qui permettront de garder une économie nucléaire, parce que les emplois que cela génère, vous ne pouvez pas les on génère beaucoup plus d'emplois. On génère 3,3 emplois par mégawatt dans l'éolien, alors qu'on en génère un dans le nucléaire. On va pas mettre des parcs d'éolien partout en France. Enfin. Non, mais il faut un nouveau mix énergétique. C'est ce que nous proposons. Nous ne sommes absolument pas dogmatiques. On veut une évolution. Et on suivra de près l'examen de la loi en Conseil des ministres. Sera mercredi prochain. Et on en vient à cette grève aujourd'hui qui touche la SNCF, à la peine de la CGT et du Sudrail. De nombreux trains restent en gare aujourd'hui, raison de cette colère. La réforme ferroviaire qui veut lutter contre les 44 milliards d'euros de dettes. Dans l'hémicycle, le ministre Frédéric Cuvillier est venu défendre bec et ongle ce projet de loi. Nous avons souhaité, par la réforme dont vous êtes saisis, mettre en place, au contraire, un service public renforcé qui puisse garantir la qualité, mais aussi relever les défis qui sont ceux de l'industrie ferroviaire dans son ensemble. Nous souhaitons un service public qui puisse être réunifié, un service public qui soit piloté par l'État, par les collectivités, qui donne une grande stratégie qui avait tant manqué ces dernières années. Nous souhaitons également garantir un cadre social, parce que là où certains sont les tenants de la concurrence, il faut que celle-ci ne se fasse pas au détriment du service public. Et avant de vous laisser la parole, un petit peu de parité à l'envers, on va écouter le chef des communistes ici à l'Assemblée. André Chastaing est votre invité.
Fernand Tavares. Tout à fait, Thomas. Et on va peut-être avoir des informations fraîches. Dites donc, Monsieur Chassaigne, je vous ai aperçu tout à l'heure en train de discuter avec le ministre des Transports, là, dans les couloirs, juste après les questions au gouvernement. Et comme je me dis que vous avez aussi une ligne directe avec la CGT, est-ce que vous avez des informations de dernière minute à nous donner sur ce conflit à la SNCF ? Bon, déjà, ce que j'ai appris en fin d'après-midi, c'est que la réunion entre le ministre des Transports et les organisations syndicales était avancée de demain 15h à ce soir. C'est-à-dire que dès ce soir, au regard de la mobilisation, le ministre reçoit les organisations syndicales avec l'objectif de donner une réponse demain par rapport à la plateforme syndicale unitaire. Je crois que l'essentiel derrière tout ça, c'est de bien prendre en compte l'inquiétude qui est celle à la fois des usagers, à la fois des cheminots, à la fois des collectivités territoriales, pour qu'on ait un texte de loi qui permette véritablement d'arrêter les dysfonctionnements. Et pour cela, il faut un système unifié. On ne peut pas avoir d'un côté le réseau, de l'autre côté ce qu'on appelle la mobilité, les voyageurs ou le fret ferroviaire. Il faut qu'on puisse davantage unifier. Donc, il faut que le ministre donne des précisions, des engagements pour renforcer l'établissement public centralisé, pour être sûr que demain, il n'y aura pas l'atomisation, la cassure entre les différents établissements publics qui seront le groupe SNCF. Merci beaucoup, Monsieur Chassaigne, pour ces informations de dernière minute. Vous voyez, Thomas Soulier, on est dans l'actualité permanente. Merci beaucoup, Fernand. Christine Dalloz, je rappelle, cette loi, elle veut réunifier la SNCF et le réseau ferré de France. Est-ce que c'est une bonne réforme ? Écoutez, réunifier, j'entends, réunifier, piloter, assurer un cadre social. On est beaucoup sur de l'affichage. La réalité, elle est où ? Il y a 44 milliards d'euros de dettes. RFF fait 1,5 milliard. Le réseau ferré de France. Ouais. Réseau ferré de France fait 1,5 milliard d'euros par an de déficit, mais annuellement. Il y a un réel problème. Il va falloir sortir de cela. Pour vous, c'est une réformette, ça ne va pas répondre aux attentes. Mais le problème, c'est que vous avez deux structures. On va créer deux groupements d'intérêt de GIP. Établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, on va créer deux établissements même, dit-on, mais bon. Et on va faire un troisième établissement qui va chapeauter. Reprenons avec des termes précis pour que tout le monde puisse bien comprendre. On a aujourd'hui un monsieur qui s'appelle Guillaume Pépi, qui est le président de la SNCF, directeur de la SNCF. Il va demain piloter le grand réseau, c'est-à-dire les réseaux, la mobilité. C'est complètement incompréhensible. C'est une usine à gaz, vous dites ? On est dans une usine à gaz, on ne va pas dans le sens de ce que demande l'Europe par rapport à une simplification, à une clarification de qui fait quoi. Et je pense que c'est, encore une fois, on n'a pas pris le problème dans le bon sens. Et Bassas. Alors, plusieurs éléments. D'abord, pourquoi RFF a aujourd'hui 44 milliards de dettes ? C'est parce que l'État a baissé sa subvention d'équilibre. Et pourquoi elle l'a baissé ? Parce qu'elle a préféré que RFF s'endette à sa place, parce que ce n'était pas consolidé au sens européen du terme. Donc, ça sortait de la dette au sens européen. Donc, en fait, on a déplacé un petit peu la dette vers RFF. C'est aussi ça, la dette de RFF. Après, il y a un déficit de 1,5 milliard chez RFF. Il y a 500 millions de bénéfices chez SNCF. Et surtout, l'important de cette réforme, c'est qu'elle réunifie aujourd'hui RFF et SNCF. On a vu qu'il y avait des dysfonctionnements extrêmement importants qui ont conduit en fait à des aberrations en termes de rapport, par exemple, entre les trains et les quais, comme on a vu la dernière fois. C'est absolument nécessaire en termes d'organisation. Donc c'est une bonne réforme pour vous. Ça va dans le bon sens. Après, au niveau social, André Chassaigne l'a dit, je pense que la seule chose qui est importante, c'est que la négociation sociale se situe au niveau du groupe et qu'elle reste au niveau du groupe. Effectivement, parce que ce dont les syndicats ont peur, c'est qu'effectivement, il y a une atomisation avec des conventions collectives différentes, des salaires différents dans les différentes entités. Donc ça, il faut les rassurer là-dessus. Mais sinon, c'est une réforme qui va dans le bon sens. Et donc la grève est injustifiée aujourd'hui ? Non, je pense que c'est une grève de vigilance et qu'ils ont effectivement raison de faire attention à la façon dont va se passer la négociation sociale à venir. Non. Mais je pense qu'ils ont aussi intérêt à cette réforme et je sais qu'on pourra la faire ensemble. Concrètement, on est en train de nous dire qu'il y a un vrai problème financier, certes, mais on va le régler en faisant simplement une chose, en achetant une paix sociale, c'est-à-dire qu'on va remonter l'ensemble des salariés
tout le monde aura le statut de cheminot. C'est ce que Votre la obsession, réalité, c'est de casser le exactement, statut social c'est des exactement ce que les cheminots souhaitent aujourd'hui, et c'est aussi la raison pour laquelle la France est paralysée. Enfin, moi, je suis atterrée de voir qu'aujourd'hui, on peut encore, alors qu'économiquement, on sait bien qu'il y a des urgences, mais qu'on va laisser des gens sur le quai de la gare. Là, il n'y a pas de problème de dimension des engins qui circulent. Il y a un vrai problème parce qu'il n'y a pas ni de RER, ni de TGV. Il est impossible de réformer sur ce secteur-là. Mais si, je pense qu'on va aller au bout de cette réforme. Je pense qu'on va y aller, et d'ailleurs avec les syndicats. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que ça aboutisse, et au final, ça fera des économies d'ailleurs. Et moi, ce à quoi je suis attentive, c'est que ces économies, elles soient bien réinvesties dans le réseau ferroviaire, et non pas qu'on réduise encore à nouveau les déficits. Et pour terminer, je vous donne 3 informations. Une information qui vient d'arriver, André Chassaigne le disait, Frédéric Cuvillier va recevoir les syndicats dès ce soir, et puis la grève est reconduite demain, et ce projet de loi sur la réforme ferroviaire sera examiné ici même à l'Assemblée la semaine prochaine. Merci beaucoup Marie-Christine Dalloz d'avoir été mon invité, merci beaucoup Eva Sas d'avoir été mon invité. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de la séance continue et de nouvelles séances de questions au gouvernement. Très belle suite des programmes sur les chaînes parlementaires.